Merci à tous. Mais tu ne nous donnes pas d'image. Oui, maintenant. Et il y a un petit texte que je vais lire à propos d'une image. La dernière image. Oui, c'est en grec. Ah oui. En grec, Oui, c'est en grec. les colonnes. Postmodernité et déconstruction, les conditions de possibilité de l'une et de l'autre. Les prémices de l'illuminisme sont mortes. Seuls restèrent, on dit restèrent, non? Seuls restèrent en vigueur. Rester. Reste, seul reste, restèrent. Seuls restèrent en vigueur ses conséquences. Les prémices, oui, le progrès, l'idée de raison, l'idée de liberté, l'idée de... Oui, la modernisation sociale exécute les lois fonctionnelles de l'économie, de l'État et de la technique et de la science. La modernité s'est cristallisée du point de vue culturel. Bon, ce sont des sujets que j'ai pris comme ça pour un peu après. Alors, voilà les colonnes. Elles ne sont pas là dans ce moment. Si vous étiez allé au Palais Royal, elles étaient là. Donc c'est une image, c'est une vraie image, quelque chose qui n'existe plus. Il en reste, il en reste. Ah, il en reste encore, j'ai l'impression. Il y en a quelques-unes. Il y en a quelques-unes, oui. Et donc, il y a toute une histoire même politique sur ces lieux, sur l'état ces lieux, ce qui s'est passé à l'époque. Question politique très féroce, Figaro, de Chirac, enfin, bon, mais ces questions-là ne n'engagent pas de comprendre le problème n'est pas exactement, strictement un problème de esthétisation de la politique, ou la politisation de l'esthétique, c'est un problème de l'expérience du lieu, c'est un problème de la postmodernité, de l'appropriation, voilà, problème de l'expérience du lieu, où est-ce qu'on va exposer une œuvre, et donc vous pouvez voir, elles sont coupées, elles sont castrées, disons, il y a toute une côté phallique dans ces... Voilà. Si c'est un peu plus moderne encore, c'est plus postmoderne, avec l'effet de lumière, de séduction, on peut parler comme Baudrillard. Voilà, le bout de pan, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est une image. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un bout de pan. Une tranche, plus précis. C'était une roche là-bas. Ah non, mais... C'est une tranche de pain. Oui, une tranche. C'est pas un objet trouvé. Une roche serait un vrai objet. Une tranche de pan, on dit en français artefact. Artefact, objet manufacturé. Artefact. Ouais. Donc, comme dirait le chant, on ne sait pas si on dit en français aussi, mantefact. C'est un objet, c'est un fact de la main de l'esprit. Un esprit fact, on n'y pas. On ne peut pas jouer avec ça. D'accord, les limites. Voilà une boulangerie. N'est pas un musée de pain. Mais dans un musée, on peut exposer ou installer une boulangerie. Voilà, ça donne une espèce de Tao-King, l'expérience chinoise, philosophie analytique, pour déconstruire cette idée de l'espace, cette idée des objets, de sa fonction, en ce cas-là, de l'appropriation par l'alimentation même des aliments qu'on mange. Voilà Malevich. Comme disent les détracteurs, il n'y a rien à voir. Comment Tronqué, non, il n'est pas... Un carré noir sur fond blanc. Non, c'est le carré noir sur fond blanc. Je crois qu'il y avait une bande autour de blanc, non? Je ne sais pas, je me souviens. Ouais, peut-être. Pas trop C'est mal exposé. Ok, pas bon. Et la photographie, c'est pas bien, excusez-moi. Non, c'est une œuvre moderne, 1915. Voilà, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur cette question. Oui, on peut appliquer le schématisme kantien, par exemple, à les gens qui étudient Kant. Le fond blanc du carré, oui. le fond blanc, c'est grisé là, non? Oui, c'est pas en blanc-blanc, c'est en blanc en pion. C'est pas un carré. Il n'y a pas un carré. Non, c'est un carré, mais c'est mal, peut-être la photographie n'est pas bonne. C'est coupé en moyen. C'est coupé, voilà, c'est ça. C'est un carré. Le fond blanc fait tout le tour. Hein. Vous savez, Malevich travaillait sur les formes, sur les couleurs, sur les espaces, par exemple. Mais il n'y a pas un carré blanc sur blanc? Oui, il y a un carré blanc sur blanc aussi. Je crois que j'ai ici le... Il travaillait sur les couleurs,
sur le blanc, les couleurs primaires aussi, sur le noir, sur le rouge. Il y avait toute une grammaire, pour parler comme Wittgenstein, toute une grammaire précise, objective, de la perception, du suprématisme, de la non-objectivité. C'est très intéressant cette notion de non-objectivité. Et après, la théorie, comme illustration d'une théorie non-objective, c'est très objectif, c'est très géométrique quand même. Parce que la non-objective, c'est quelqu'un qui n'est pas touché par l'objectivité en tant que c'est l'arrivée du purisme, si vous voulez. C'est une notion de transcendance. C'est pour ça que je dis le schématisme kantien peut s'appliquer ici. Voilà, carré blanc dans le fond blanc. C'est un carré blanc un peu diagonal, si vous voulez. Bon, ici, c'est un peu... Mais est-ce qu'on le... Alors, on le voit, le carré? Oui. Il a l'impression. Donc, c'est un carré incliné, alors. Incliné, voilà. En stable, si vous voulez. La diagonale. Il est en perspective. Non, ça c'est pour montrer la question de la partie du test qui parle de la question de la présentation, la non-présentation, la question de la fermeture, de l'ouverture de l'image. Et où est-ce qu'il se trouve? Comment? Je ne l'ai jamais vu en réalité. Je crois que c'est à Moscou, dans le musée. Ah, c'est à Moscou. Ah, c'est ça. Il était russe, il est mort en 1935. Il y avait beaucoup de choses à dire sur Malevich. Bon, une autre idée, une question qui je crois que vaut la peine la discuter si vous voulez après, qui peut s'annoncer de cette façon. La question fondamentale de l'esthétique moderne n'est pas qu'est-ce qui en est beau, comme la théorie de Kant par exemple, qu'est-ce que le beau, mais qu'est-ce que de l'art? C'est une question posée par exemple par Duchamp. Ouais. Le Renoir ne met la question sur le beau, mais la question sur l'art. Tout objet peut être d'art. Vous connaissez un autre artiste allemand qui s'appelle Joseph Beuys, que peut servir aussi pour déconstruire un peu Duchamp, parce que si Duchamp dit que tout l'objet peut être art, comme ce livre, ça, comme un bout de pain, comme la main, Beuys dit que tout l'homme, un mèche, peut être artiste. Oui. Ça, c'est une bonne confrontation, c'est une question intéressante pour, à mon avis. On peut toujours être en désaccord. Hein. Tout ce que je dis, c'est susceptible de... Je ne suis pas un mathématicien, quoique j'adore la logique, mais c'est une autre affaire. Donc, ces questions sont toujours discutables et il n'y a pas de ma part aucun dogmatisme. Je fais des citations entre guillemets, mais même les citations entre guillemets, on peut les déguillemeter, enlever les guillemets et les discuter complètement. Donc, conflit au défi entre les avant-gardes, les réalismes industriels et masse médiatique. Cette question entre l'image et le non-image, bon, en fin de compte, c'est ça. Une image pour l'esthétique classique, c'est une image d'une représentation d'un objet. Surtout d'un objet attaché au corps, à l'esprit du corps, le corps de l'esprit, corporité, au même spirituel, en esprit corporel, donc les thèmes bibliques, les thèmes... je parle ça beaucoup de temps dans le livre. Panofsky, par exemple, vous pouvez recourir à tout un monde d'auteurs qui essaient exactement de travailler sur ces questions. Donc, la question du réalisme revient dans le XXe siècle. Les avant-gardes ne sont pas réalistes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les avant-gardes, pour les artistes, le réalisme, c'est une idéologie, comment dire, c'est une idéologie conservatrice. Oui. Parce que c'est le retour à l'ordre, c'est le retour au réel, à la réalité du réel, on peut parler comme Lacan, la question du symbolique, tout ça. Et donc, il faut éliminer, il faut liquider. Et pour ça que Malevich, même Picasso, n'est pas bien vu entre les avant-gardes. Vous voyez, Duchamp, il n'aimait pas Picasso. Ouais. C'est cette question qu'il dit, que la question du ready-made, c'est une question d'abandonner la peinture. Abandonner la peinture, ça veut dire ne se préoccuper pas avec être un peintre, être un artiste un peintre. Oui. Et donc, ce thème est discutable, mais je pense qu'il faut le déconstruire, il faut aller là-dedans et comprendre le geste, plutôt le geste même du chant, ceci est de l'art, ceci n'est pas de l'art, que le geste de la peinture, disons,
si vous voulez, comme disent les Américains, il y a un cubocentrisme dans l'histoire de l'art contemporain. Et ce cubocentrisme, c'est voir cube dans l'histoire de l'art du cubisme, qui c'est une histoire de l'art de la métaphysique, c'est-à-dire voir le cubisme comme l'appropriation par le moderne. Un objet, c'est-à-dire une peinture, une image, devient moderne parce qu'elle elle relève de l'instance de la peinture. Et non du geste. Du chant, c'est pas de la peinture, c'est du geste. La question avait été soulevée, en partie tout au moins, conflit ou défi entre les avant-gardes et le réalisme industriel, par Baudelaire, à propos de l'exposition universelle, comme à propos de la photographie. À propos de la photographie, voilà, la photographie il est très contre la photographie, donc il l'exclut de l'art. Mais dans un article sur l'exposition universelle de 1855, je crois, très curieusement, il a l'air de faire entrer quasiment dans le domaine, sinon de l'art, du moins de ce qui produit une émotion de type esthétique, les objets, tous les objets qui sont présentés dans l'exposition. Ce n'est pas explicite, ce n'est pas du tout comparable, effectivement, au fait, à ce que fait Duchamp en prenant un objet ustensile et en le bombardant œuvre d'art. Mais il y a quand même ce glissement. Donc comme tu l'as dit, je crois, dans un passage de ton exposé toi-même, le postmoderne, si l'on peut appeler ça du postmoderne, est inclus dans le moderne. C'est ce que disait Lyotard, d'ailleurs, dans certaines de ses analyses. Oui. Je ne sais pas si c'est dans le postmoderne raconté aux enfants. C'est dans le postmoderne raconté aux enfants, oui. Parce qu'il dit en fait, ce qu'on appelle postmoderne, au fond, est le mouvement d'avancée de la modernité. C'est pour ça qu'il faisait un certain futur intérieur, si vous voulez cette expression, avec la temporalité et la temporalisation de... Donc ce n'est pas un concept, le mot postmoderne n'est pas... Moi j'ai jamais pensé que c'était un concept très fixe. C'est un concept très indéterminé. C'est très flou, indéterminé. C'est ça. Oui, c'est très indéterminé. Ouais. Mais c'est ça, un peu l'objet de ta conférence, au fond, et qui peut-être est celui des questions qui pourraient être posées à ce propos, d'ailleurs, puisque tu as établi une confrontation entre déconstruction et postmoderne ou postmodernité. La place, c'est ça sur quoi il faudra discuter d'ailleurs, peut-être, et reprendre sur cette notion de déconstruction pour savoir exactement qu'est-ce que c'est. Parce que même chez Derrida, c'est pas très précis cette notion de déconstruction. C'est pas. Je crois qu'il l'a reprise à Heidegger. Ça doit se trouver de Heidegger. D'Extrusion. C'est ça, oui. Mais. Il y a Bauhaus, c'est le mot à Bauhaus. En un sens, l'œuvre d'art, un terme commun de l'œuvre d'art, c'est la construction. L'œuvre d'art est caractérisée par la construction. Donc la déconstruction, ça signifierait d'abord quelque chose qui serait voisin de, sinon la destruction de l'art, tout au moins quelque chose qui décompose et qui tire l'œuvre d'art de son unicité, de sa solitude, de son système. C'est le système de l'œuvre d'art. Exactement. Oui, le système de l'œuvre d'art, ça serait formé, ça serait organisé autour d'une espèce de conscience du temps, de tous les temps, à travers l'histoire, et que serait corporisé
par le grand art, disons, l'art classique, l'art baroque, disons que la notion de classique, elle est toujours présente dans l'histoire de l'art, et dans cette confrontation, elle est toujours là. Je ne dis pas que ce soit une notion conservateur, une notion réactionnaire, non, rien du tout. Donc je dis que c'est une notion académique en certain temps et qui empêche de penser, comme je disais, que les règles et les conventions sont toujours des actes d'exclusion. Et donc on peut appliquer ces règles et ces actes même à la constitution des objets de l'art, disons, que sont les artistes qui font... Oui, ce sont les artistes qui essayent de mettre, à travers l'œuvre, de mettre en désaccord l'œuvre avec la conception du moment. Tu n'en as pas d'autres? Oui, c'est tout. Et voilà. Parce que je suis à et voilà le Bouddha, disons, le Bouddha, une espèce de bouddhisme. Ah, c'est ça. Ready by Robert Mood, 1917. Il a signé Robert Mood. Il était dans le couvre-feu. Ça fait partie du méta-récit, disons. Il faisait partie du jury. Et donc, il fait passer son œuvre. Mais la signature, comment? Une revue spécialement créée. Exactement. L'Allemagne, de l'aveugle, justement. L'inscription. Fontaine. Donc ça a été quelque chose de oui, c'est Fontaine. Oui. Mais urinoir, c'est un terme qu'on voit dans les légendes des œuvres d'art. C'est-à-dire le titre originaire, il n'y avait pas le mot fontaine, le mot urinoir. C'était le mot fontaine. Ouais. C'est pas différent, c'est pas la même chose. Ici, si vous voulez, il y a déjà comme disait Benjamin, il y a déjà une allégorie. C'est pas déjà le nom, c'est déjà le signe qui est mis en question. Non? Mais justement, ce rapport au langage verbal chez Duchamp est assez essentiel, parce que non seulement il a voulu rompre effectivement avec la peinture, mais en s'inspirant, il l'a dit, de Raymond Roussel, pour ce qui est du grand vers, mais aussi la littérature. Il considérait que le peintre était trop attaché à la matière picturale, c'est-à-dire à l'odeur de térébenthine, qui le fait saliver, descend dans l'atelier. Et donc, au fin de compte, il a joué un art contre un autre. Son geste était de réintégrer presque de la littérature en tube. Il a utilisé l'expression qui est quelque part. C'est d'autant plus frappant que c'est une pratique qui s'est voulu antipicturale, mais qui ne s'est pas voulu non plus artistique, puisqu'effectivement, il n'aurait jamais dit en un premier temps, tout au moins, que c'est Rudimed et que des œuvres d'art. C'est un artiste. Enfin, pour revenir par ailleurs, sans parler de Pierre-Édouard Blanc, qui avait la position de l'icône traditionnelle byzantine dans ce qu'il a exposé la première fois, enfin ça on pourrait le dire, mais qu'est-ce que je voulais dire en ce qui concerne la notion de modernité est liée à la déconstruction. On n'avait pas eu le temps véritablement de le faire à partir de la pensée détaillée de Derrida, mais ce qui est frappant chez Derrida, c'est d'une part qu'effectivement il n'a jamais trop utilisé le terme de modernité sur quelque sujet que ce soit dans son œuvre, qu'il n'a jamais parlé de Duchamp non plus, ni du dadaïsme. Oui, il a parlé. Une fois, ma connaissance, une fois pour réévaluer Artaud et le mettre au même niveau. Je crois que c'est. Enfin, bon, je connais assez bien son œuvre, ça sera vérifié. Enfin, par rapport à l'importance de Duchamp et l'immense littérature que cette œuvre, entre guillemets, a suscité, le silence de Duchamp est aussi une question. De Derrida par rapport à Duchamp serait une question, en l'occurrence. Pour ce qui est de la postmodernité, ça fait partie quand même des notions d'origine artistique ou esthétique. C'est quand même l'architecture. C'est un peu comme le baroque, qui a transité progressivement vers une catégorisation esthétique ou philosophique. Donc la postmodernité de Lyotard n'est pas tout à fait la postmodernité architecturale, qui, elle, se voulait une sorte d'impureté néoclassique, quand même, au départ. D'où le côté apparemment réactionnaire, dans un premier temps. Mais enfin, ce retour à l'image et à la citation, qui caractérisait la production des images dites postmodernes dans les années 80, et qui a développé, ou suscité l'ire des tenants de la modernité antérieure, comme Catherine Billet, qui s'est opposée au retour de la peinture, tout simplement parce que c'est fait avec le retour de la peinture. La postmodernité n'a pas grand-chose à voir avec la postmodernité philosophique, oui, mais une peinture qui n'a pas été très formelle, d'une certaine manière. Et donc, en fin de compte, voilà, il y a une catégorie esthétique et une catégorie philosophique qui n'est pas toujours proche de la catégorie esthétique. Voilà ces différentes questions qui méritaient d'être posées, sans parler d'une opposition plus nettement marquée entre un art de forme, qui effectivement existe dans le cubisme,
et puis un art qui congédie la forme dans le dadaïsme, voire le surréalisme, parce que on a évoqué Cézanne, Breton n'aimait pas Cézanne, c'est pas le hasard, qu'est-ce qu'on peut faire d'une pomme? Parce que pour lui, la pomme, c'est comme Magritte, c'est la pomme signe sur un visage, par exemple, mais c'est pas la pomme comme construction nouvelle à donner à voir. Donc il y a effectivement des divisions profondes dans ce qu'on appelle la modernité, surtout si par modernité on entend aussi bien le dadaïsme que le cubisme. Ils étaient quand même assez opposés. Même dans la littérature. Voilà. Alors, pour rester dans le domaine des arts plastiques, bien sûr. Merci. Voilà, c'est vrai que Derrida n'a pas eu, je dirais, pas eu le temps. Mais il a écrit sur des artistes, oui, sur Artaud, par des exemple. œuvres d'art. Oui, voilà. Je crois qu'en lisant certaines questions, par exemple la question que je mets là sur le pharmacone, c'est une idée qu'il utilise à propos de Platon. C'est une idée qu'il utilise à propos il faudrait finir les images parce qu'il faut que ça soit rendu. D'accord. On peut dérouler en même temps, c'est pas suffisant. Alors c'est ça. Donc finir les images, on discutera ensuite, on se pénètre des images, si l'on peut dire. C'est une allusion à un personnage de BD aussi, Hermod, vraiment, toute cette dimension-là. Ça devient encore d'histoire de l'art après. Je pense en particulier que c'est dans l'esthétique du sublime que l'art moderne, y compris la littérature, trouve son ressort. La logique des avant-gardes, ses actions. Jean-François Moderne. Réponse à la question, qu'est-ce que postmoderne? Voilà, c'est même en titre à Kant. Oui, postmoderne, nous n'oublions pas, servi à désigner carrément la French Theory. Oui, ce qui est pareil, on peut l'évoquer, parce qu'il y avait le don d'excéder Derrida ou Deleuze. Encore un déplacement extraordinaire. Le postmodernisme est devenu une philosophie française, soit l'ensemble des années 60. Voilà, donc une inflation terminologique qui fait question. Le livre s'appelle à la réponse à la question qu'est-ce que le postmoderne. Or, la citation dit que l'art moderne, donc c'est pas une réponse à une question sur le postmoderne, ou alors est-ce que l'art moderne comprend dans son ensemble moderne et postmoderne. C'est un texte plus grand, oui, j'ai fait ça. C'est plus grand, j'ai retiré, j'ai enlevé cette phrase, il parle du postmoderne à propos de... Donc ça comprend dans son ensemble l'un et l'autre, dans ce cas-là. Ce que je pense, moi d'ailleurs. Mais c'était la position de Lyotard n'était pas très déterminée sur ce plan-là, puisqu'il utilise le terme. Lui-même, fait-il une différence marquée entre post-moderne, comme certains ensuite depuis, et moderne? Ou bien est-ce qu'il répond ce qu'on appelle post-moderne n'est qu'une variante du moderne. C'est ça. Mais il fait ça dans ce livre. Ah, c'est ça. Et ce livre vient après, parce qu'il commence, à mon avis, il commence à percevoir que le postmoderne, c'est entrer dans une vie, une voie de la marchandise avec la transvangarde d'Achille Bonitolive et de tous les... Donc il n'y a pas de différence, il n'y a pas de différence. Oui. Il y a la question du sublime. Parce que le postmoderne, c'était du côté du sublime sur Lyotard. Antérieurement, y compris la modernité, c'était du côté du beau. Y compris le cubisme. Il y a un postmoderne à Lyotard, bon, mais ça c'est déjà rentré dans une autre discussion. Parce que bien sûr, on peut parler de Frederick Jameson, par exemple, qui disait que j'ai cité ici, est-ce qu'il a une phrase de lui très intéressante en ce moment, essayez de voir ici, je ne me souviens plus, mais je sais que c'était Frederick. Il disait que dans un livre, Frederick James disait que soutenait l'idée que le postmodernisme est un stage culturel du capitalisme. Alors là, lance une autre discussion sur la question. Alors là, c'est une autre question déjà. Parce que ça vient exactement. Il y a aussi une déconstruction, en fait, dans cet ouvrage-là. Sur les réticences que Lyotard posait en certaines voies, cette interprétation, si vous voulez. Une interprétation qui n'était pas celle que Lyotard avait proposée. Alors ça peut, naturellement, du point de vue de la déconstruction, du point de vue du postmodernisme, du point de vue de la lecture critique d'un texte comme celui de Lyotard, placer la question,
Mais alors, est-ce qu'il y a un méta-récit lyotardien? Est-ce qu'il est devenu le maître du postmoderne, du moderne, disons? Et alors là, c'est très ambigu cette question. Donc, on va voir encore d'autres images. Bon, voilà. Ah oui. 64. Ça, c'est une sculpture. C'est une œuvre simulacre. J'avais mis quelque chose sur cette œuvre, mais j'avais un texte. J'avais un texte. Okay. Non, c'est le même. Alors là, Joseph Beuys, que j'ai parlé tout à l'heure sur qu'on pourrait contrebalancer avec Duchamp, Fetchard, la chaise avec la graisse. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la graisse. C'est du Saint-Doux. Oui, c'est oui. C'est du Saint-Doux. Ouais. Quoi donc? Du Saint-Doux, de la graisse. Ouais. De quoi? C'est du Saint-Doux. C'est une matière périssable. Ça, qu'est-ce que tu dis? Non, le jaune, qu'est-ce que c'est? C'est le beurre, c'est de la matière grasse, on dit. La matière grasse. Du Saint-Doux. Du beurre. C'est du savon? Oui, oui, comme ça. Oui, on utilisait le savon, on utilisait le miel. Pas c'était une éponge. Une quoi? Une éponge. Ah oui, c'est ça. Une matière compacte, en quelque sorte. Ça, c'est un peu pour pousser la question, pour pousser les images, pour nous faire un peu sortir du cadre d'une modernité centrée sur la peinture. C'est un conceptuel du chamanisme. Oui. C'est ça son expérience, c'est l'histoire de l'art. Oui. Conceptuel du chamanisme. C'est la vie. C'est son accident. C'est la vie. Parce que dans ses textes théoriques, il insiste beaucoup sur l'idée de vie. Leben, le monde Weltleben, le monde de la vie, le monde de la vie, le monde de la compréhension. La vie, c'est une notion vitale, même, chez Joseph Beuys. Il y a toujours. Ah, d'accord. Alors, il se surtexte, pour terminer. Mouvement de façon à ce qu'on les voit. Oui, c'est ça, Derrida. C'est Jacques Derrida, portrait allégorique. Et je voulais vous lire. Derrida. On ne le voit pas très bien, mais on le voit quand même. Voilà. Et j'avais fait un petit texte que je vais vous lire sur ça. C'est presque un portrait posthume. Oui, c'est posthume, oui. Il ne lui manque que la parole. Le portrait sans voix est un portrait donc muet, aphone, incomplet, et quand même un portrait qui nous parle sous le mode du voir, de l'expression vitrifiée du visage dont la figure demeure à déchiffrer le sens. Oui, ça a été une fois cette image de lui, une image qui revient sur le passé et puis disparaît, dans le futur à travers la lumière de l'atelier, une image pas présente dans le présent, une image pas d'aujourd'hui, hic et nunc, mais une image d'un futur intérieur. Quand il était encore là, assis, en écrivant sur une table, en cahier, en stylo à la main et en chat, l'animal donc je suis, et derrière son dos, on peut voir l'autre côté de la caverne, le monde intelligible, le logos, l'idée, la cécité de l'image et du visage en train de mourir. L'image du philosophe en train de penser, de fumer la pipe, d'écrire, mais quel livre, quel sujet, à quelle année, à quel endroit. L'important c'est qu'on voit le portrait comme un trait où les lignes noires fermées, liquides et profondes, se croisent. Il se décroise sur son corps, oui, sur son corps, à lui, Jacques de Derrida, ou Jacques, et que Valerio Adami a su et a voulu restituer à travers l'amant du regard impossible de son geste de dessinateur et de peintre, en nous donnant à voir, peut-être sans le savoir, l'image mélancolique d'une affection tremblante qui est née d'une amitié inconditionnelle entre les deux il y a déjà longtemps. Sans récit, sans histoire, ce portrait nous raconte l'existence comme vie, l'existence d'une vie comme vivance, une vie sans pause, ni loi, ni palergone, mais une vie qui renvoie à soi-même et qui s'en va tout seul, suivre le chemin qui mène nulle part.
Dans l'horizon, un enfant ouvre un livre et on peut lire cette phrase de Hölderlin. Mais les poètes fondent ce qui demeure. Vous savez qu'il ne s'agit pas d'une peinture postmoderne. Il s'agit plutôt d'un portrait plus ou moins moderne qui glisse comme un rêve, un simulacre philosophique généralisé qui se laisse deviner comme un texte et une fiction de la pensée en tant qu'image de la représentation allégorique de l'écriture que le philosophe Derrida dresse dans l'esprit comme une origine disséminée en subjectile. Et je termine avec une citation de Jean-Luc Nancy sur un portrait de Valère Adam qu'il a écrit, un très beau livre. Il n'est plus là, il est là ou il n'est plus, ou peut-être il laisse entendre dans ce plus de voix du dessin qu'il ne fut jamais, jamais là, ni jamais en. Il est, il n'est plus là, ici, là-bas, tout au fond du trait. C'est cela même qu'il voulait, qu'il rêvait, qu'il désirait plus que tout, se trouver enfin retiré, étiré, traité, portraité, et plus dans, allègre allégorie, donc plus à concevoir en tous ses sens sensibles. Et un autre jour, à Esch, à quelqu'un qui s'appelle comme ça, il dit « Je rêve d'une écriture qui ne serait pas une mort. » Terminé. Les dernières images faisaient partie de la présentation. On pouvait présenter n'importe quoi. Je laisse la parole alors à ceux qui ont quelque chose à dire. Je pense qu'il y en a beaucoup, ou tout au moins qu'il y a beaucoup à dire, même s'il n'y a pas beaucoup de public, parce que les thèmes qu'a abordés Carlos sont des thèmes qui sont extrêmement intéressants, qui sont, je ne dirais pas parce que ça serait péjoratif si je disais qu'ils sont bien connus, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas de nouveauté dans ce qu'il dit, si, justement parce qu'il les a présentés dans une façon tout à fait claire et originale. Là, une des choses également qui me semble à la fois claire, mais aussi difficile à comprendre si on essaye de l'analyser dans le détail, de lui donner une forme concrète, si l'on peut dire, en dehors de la formule, c'est ce dont j'avais soulevé la question d'ailleurs tout à l'heure, à quoi tu as répondu, ce qu'était le futur antérieur. Parce que là, c'est aussi quelque chose, une notion ou une formule, tout au moins, qui est utilisée, qui a donné l'objet, d'ailleurs, le prétexte du titre d'une revue. La revue de Tony Negri, à un certain moment, ou tout au moins qui était en partie dirigée par lui, enfin, rédigée, organisée par lui, s'appelait Futuro Anteriore, qui était traduit en français à un moment. Ça a d'abord été en italien, puis ensuite ça a été traduit en français sous le titre de Futur antérieur. Et entendez, puisque Tony Negri utilise assez couramment dans ses œuvres le mot de postmoderne, postmodernité, qui entendait être la revue justement de la postmodernité. Si on essaie de donner un sens à ce futur antérieur, malgré tout, c'est pas toujours très net. Je crois que Derrida, dans je ne sais pas où c'est, aussi où toi dans ton texte, tu donnes dans une page une explication du futur antérieur. Je crois que vous avez cette page-là. Oui, c'est ça, qui est déridienne. Et elle n'est pas très nette, d'autre part. Il faudrait le relire. Parce que, qu'est-ce que c'est que le futur antérieur? Au fond, le futur antérieur, c'est un futur qui est... c'est un passé qui est projeté dans le futur. Par exemple, un étudiant ou une étudiante
dira, par exemple, à propos de si il ou elle rédige une thèse, elle dira au mois d'octobre, j'aurai fini la rédaction de ma thèse. Ce n'est pas un conditionnel j'aurai S, mais c'est un futur O, AI. Donc lorsque j'aurai fini la rédaction de ma thèse le mois d'octobre prochain, c'est un futur antérieur. Parce que le j'aurai fini, donc on projette dans le futur quelque chose qui a été passé. Lorsque, quand le printemps ou quand l'été arrivera, je serai déjà parti. Bon, voilà, un futur antérieur. Alors, comment peut-on mettre, de quelle façon, parfois je l'entrevois, d'autres fois je ne l'entrevois pas très bien. Comment mettre en relation cette formulation? Ou alors on utilise le mot futur antérieur dans un sens indéterminé qui n'est pas exactement celui-ci, ou alors si on utilise le futur antérieur dans un sens grammatical, il faut arriver à faire correspondre cette formulation grammaticale avec l'idée qui est véhiculée par la notion de futur antérieur. Donc, toi, tu dis c'est un futur, oui, ou à travers Derrida. La formule qui est utilisée, c'est un futur. Non, c'est pas indéterminé, c'est bien déterminé. On dit bien, mettons, au mois de mai, c'est ça, j'aurais fini les séminaires d'avril, mettons. Ça, c'était un futur antérieur. Et ça aura fini, c'est-à-dire ça sera déjà passé, ça sera dans le futur déjà passé, c'est ça le futur antérieur. Je crois que c'est une notion qui reprend en thème très Derrida, le thème du venir, du revenir, oui. Ça modifie un peu le sens du futur, étant donné qu'on ne pense pas le futur simple. Non, le futur simple, ça sera le mois d'avril prochain, je ferai cela. Mais quand on dit le mois d'avril prochain, j'aurai fini le travail que je suis en train de faire maintenant, le j'aurai fini est un futur antérieur. C'est comme la logique que le postmoderne vient avant, par exemple. Si vous prenez, par exemple, à faire un rapport entre cette... Le postmoderne est plus profond. Le postmoderne, ça veut dire le moderne. Le moderne est selon la notion de futur antérieur veut se débarrasser, c'est l'idée, à mon avis, lorsqu'on l'utilise, ou quand les gens l'utilisent, ou quand la revue de Negri l'utilisait, c'était cette idée facile, mais inexacte, qu'on a fini le moderne, et maintenant on est dans le postmoderne. En déplaçant, donc, voilà. C'est ça. Vous avez touché dans le on déplace l'application. Par exemple, je ne sais pas, on pourrait dire à juste titre, ce que je viens de citer là tout à l'heure sur l'exposition universelle de 1855, promu, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais enfin, admettons, promu au rang d'exposition d'art par Baudelaire, cette promotion est une activité postmoderne parce que précisément elle correspond à quelque chose qui est le déplacement
actuelle de la notion de l'objet d'art, alors que le moderne est quelque chose qui travaille à l'intérieur de l'œuvre d'art, même s'il la modifie comme on peut modifier de Bouguereau à Cézanne. Il y a des modifications, mais ou à Picasso, ces modifications restent de toute façon prises à l'intérieur du concept œuvre d'art, œuvre picturale. Bon, de toute façon, on n'en sort pas, c'est toujours de la peinture. Mais à un certain moment, ce n'en est plus. Si l'on prend un objet du urinoir, ou si l'on prend une œuvre industrielle présentée dans une exposition, à ce moment-là, il y a quelque chose de futur. Il y a quelque chose de futur intérieur dans le geste de Duchamp. Parce que, excusez-moi, je ne veux pas être pédagogue, mais si on pense à ce qui est avant, ce qui est pendant, et ce qui vient après, ouais. Il y a ça c'est la durée, plutôt que la temporalité. C'est comme Deleuze, où personne parle de durée, oui, la division du temps, la capacité de dire, oui, Kant, dans le schématisme, et ça. Alors, quand Derrida parle du futur intérieur, alors, ce futur intérieur ne se conjuge pas dans un présent de l'indicatif, oui, dans un passé qui vient du présent, c'est-à-dire cette logique naturelle, passé, présent, futur. Non, il subverte, c'est-à-dire, comme vous voyez dans le moderne, il y a une subversion, une inversion. Ici c'est le postmoderne, ici c'est le moderne, et là c'est le classique. Hein? C'est-à-dire que le postmoderne ici opère, c'est un opérateur de transgression. C'est-à-dire toute l'œuvre elle est postmoderne, c'est-à-dire que toute l'œuvre elle porte sur elle-même, si elle est vraiment une œuvre moderne, c'est-à-dire qu'elle est capable de se référer à son temps, oui, de dépasser le temps de son temps. Vous comprenez? C'est pour ça, par exemple, que on disait que le siècle, à 50 ans, on disait que le siècle va devenir deleuzien. À cette époque-là, les gens ne comprenaient pas. Non. Mais aujourd'hui, on peut comprendre un peu mieux cette phrase, on peut l'accepter. Mais les gens, minimum, qui acceptent cette phrase, peuvent la comprendre dans un contexte que le monde est devenu quelque chose d'impossible de traduire dans une rédaction de méta-récit, dans une rédaction d'un contexte, oui. Elle était très péjorative, cette phrase, non? Non, pas du tout, à mon avis, non. Oui, elle peut être utilisée, oui, ça c'est une autre chose. Alors là, si on rentre dans des problèmes de langage, oui, bien sûr, il y a des trucs langagiers là-dedans, oui. Nous pouvons toujours aller aux choses naturelles et essayer de faire une espèce de populisme philosophique comme certaines philosophies analytiques anglaises. Je crois que Foucault lui-même disait que c'était une blague, enfin, que c'était un peu... Non, mais il disait ça, non, Foucault disait sérieusement. Il ne critiquait pas Deleuze quand il disait ça, à mon avis. Il disait sérieusement que le siècle un jour deviendra deleuzien. Ouais. Parce qu'on peut l'entendre dans le sens où très très négatif, en fait. Si les gens ne comprennent Gilles Deleuze, par exemple, on peut oui, mais non, mais je crois que c'est le contraire. Il faut comprendre qu'est-ce que c'est Deleuze pour comprendre ce que c'est le deleuzien, non? Comprendre le... Oui. Pour revenir sur la question de la modernité et postmodernité, pour moi, c'est pas très clair tout ça. Ça restera toujours pas trop clair. Mais ces histoires par rapport au temps, la flèche du temps, la position de locuteur qui va, à partir d'un certain endroit, projeter des choses. Et je voudrais... Vous avez travaillé peut-être sur la question de la survivance des images que Warburg a en... Nachleben. Oui, c'est Nachleben. Ce qui m'intéresse, c'est savoir comment on situe la problématique de Warburg par rapport à des images qui viennent de passé, mais qui en même temps sont actifs dans ce que nous faisons. Oui. Par rapport à ce que vous disiez sur la différence modernité et postmodernité, j'aimerais le caler là-dedans. Ça, c'est une première... Enfin, je vais le comprendre, je ne suis pas un spécialiste du tout. Et la deuxième question qui m'intrigue beaucoup, c'est...
Je pense que c'est Joan Mitchell qui avait dit à un moment donné... C'est moi qui Joan Mitchell, peintre américaine, donc Joan Mitchell. Elle avait dit à un moment donné, je pense dans une interview, que pour elle, la peinture, parce qu'elle était restée peintre, la peinture, pour elle, ça se résume à une question de light, the light, la lumière, point. Et j'aimerais situer cette problématique qui dépasse aussi bien ce que vous disiez tout à l'heure sur la térébenthine et la matière de la peinture, qu'on n'a plus ce problème ou cette expérience en tant qu'artiste, après Duchamp, pour le français. Après, voilà. Donc, et cette question derrière de la lumière, c'est-à-dire qui est un concept très abstrait, quasiment philosophique, donc qu'elle pose en tant que peintre, mais en tant que peintre artisan. Voilà. Elle n'est pas intellectuelle, elle s'est toujours refusée de toute intellectualisation. Voilà, donc moi, c'est des interrogations qui me sont venues en vous écoutant. Non, c'est une très bonne question. Je ne sais pas, on n'a pas le temps nécessaire pour pouvoir organiser une réflexion intéressante autour de ce que vous dites. Ce que je peux vous répondre, c'est que oui, Warburg a une notion des images, je crois qu'en allemand c'est Nachleben, sont des images posthumes, c'est-à-dire les images survivantes. Il s'interrogeait pourquoi à la Renaissance, dans le XVe siècle, le XIVe siècle, on voyait Botticelli et on voyait toute une pléiade de grands peintres qui, dans ses œuvres, avaient des signes qui n'étaient pas de son temps, c'est-à-dire qui étaient de la Grèce antique, l'Antiquité Grèce classique, etc. Et même au XIXe siècle, ça c'est une très belle question. Je crois, à mon avis, c'est pas exactement la même chose, cette question. C'est du spectre de l'image, ce qui revient dans l'image, dans l'inconscient de l'image, dans sa puissance, dans sa tribe, dans sa instinct presque. Pourquoi une image comme l'image de la vie est représentée par les oiseaux, l'image de l'amour par la femme, enfin, et toutes ces images elles reviennent tout le temps. Ouais. Même dans la publicité, même dans des trucs qui n'ont un rapport direct avec l'art, aujourd'hui, ça se voit d'une façon très nette. Donc, la question de Warburg était une question de l'anthropologie des images. Ça avait à voir avec des contenus différents de la question du postmoderne. Il a travaillé sur... Il n'a pas travaillé sur l'époque contemporaine, sauf un texte qu'il a fait sur les Indes d'Amérique du Nord, le rituel de la serpent, par exemple. C'est un texte qui, enfin, c'est aussi le texte où il essaie d'analyser sa propre crise, sa névrose, qu'il a lu dans la clinique, pour dire aux médecins qu'il était déjà il n'était pas malade. Bon, c'est un texte très... Mais c'est pas un texte sur l'art contemporain. C'est un texte anthropologique, c'est un texte qui interroge le signifié des images. Et ce n'est pas des images, c'est le signifié des comportements, des rituels dans le peuple des États-Unis, des Indes. Et donc, la question du postmoderne, c'est une question complètement différente. Elle tombe sur d'autres présupposés, si vous voulez, qui ne sont pas... La question du postmoderne, ça répond à des questions du XXe siècle. Juste par rapport à cette histoire des Indiens, c'est quand même en lien avec un voyage qui a eu lieu quelques années auparavant. Donc c'est pour ça, quand on vous entend, on pourrait penser que c'est un anthropologue, enfin quelqu'un qui ferait une étude. Donc, là, ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce qui est resté dans ce qu'il a retenu comme expérience, donc dans cette expérience observée, ensuite en le restituant. Donc c'est tout un travail sur le tuilage ou le généalogique, oui, de l'image même, la superposition des couches de sens en fait, les couches des vécus.
l'image. Je crois qu'il l'avait mis au cœur de son analyse. Je pense c'est vraiment un travail sur l'image, je pense qu'il est en train de faire, sur ce que c'est l'épaisseur de l'image. Mais on ne peut pas, à mon avis, appliquer les notions de postmodernité et de modernité au travail de Verbourg, ou vice-versa. On parlait de Nachleben, des images survivantes, pour la traduction française, l'image posthume, oui, le terme posthume pose, mais c'est différent quand même. À mon avis, c'est un peu risqué. Mais c'est très bien, c'est votre remarque. Merci. C'est une permanence de la nymphe, de la jeune fille d'origine grecque, qui transite toute l'histoire de l'art et qu'on retrouve plus ou moins consciemment, mais souvent inconsciemment, dans des représentations de la Renaissance et jusque sans doute au XIXe siècle, tant que le goût pour l'antique avait survécu. Donc c'est plutôt ce genre de choses, parce que c'est aussi une motivation artistique, une source d'inspiration inconsciente. C'est ça la surveillance des images, parce que j'avais compris dans cet effet-là. Mais pour revenir au pharmacone, qui pourrait être, en fin de compte, l'urinoir, enfin, ou la fontaine, je ne suis pas sûr que le rudimètre soit un indécidable. Parce qu'il y a une décision, au contraire, radicale, une rupture. Il y a toujours une grande le jugement, il y a toujours... Non, c'est pas... Comment on dit? Oui, c'est de la peinture, oui. C'est de la sculpture, oui. C'est en Renoir. Oui, on dit c'est en Duchamp, mais quand même, c'est en Duchamp. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Les gens vont accroître toujours quelque chose. C'est en Duchamp, mais attendez ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait pour l'art? Attendez, c'est en geste, quoi. Il fait de la rigolade, c'est la boutade, c'est... Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, il avait les moustaches. Il a voulu faire lui-même, il l'a très bien défini dans les différents entretiens. Il y a une rupture avec la peinture, donc un geste apparemment anti-artistique sur le modèle du dadaïsme, voilà. Mais une anti-peinture radicale. Donc il a voulu rompre avec la peinture, il a arrêté de peindre, il a voulu maintenir une non-pratique picturale avec les échecs, et puis il a créé de la rareté autour de ces rudiments, il en a fait très peu volontairement. Et puis ils ont souvent disparu, parce qu'il y a eu un malentendu extraordinaire. Donc la plupart ont disparu parce qu'ils n'ont même pas été interprétés par ses proches ou par sa famille comme étant des objets à garder et choisis par Duchamp. Ce n'était rien. Et donc c'est la suite d'une commande, comme vous le savez, des musées américains et des musées internationaux dans les années 60, que les rudimètres ont été reproduits. Ces reproductions dirigées par Duchamp lui-même, via évidemment son petit musée portatif. Donc là, d'un seul coup, il a artialisé son œuvre, ou son non-œuvre. Il est passé de l'anard artialisé, il est passé de l'anard à l'œuvre d'art, à l'institutionnalisée complète. C'est-à-dire que les rudimètres sont devenus des éléments constitutifs d'une certaine modernité muséale en art institutionnalisée. C'est-à-dire que là, il n'y a pas d'indécision. Il y a eu un deuxième geste, au contraire, on a considéré que c'était une référence complète et définitive. Ne serait-ce parce que, historiquement, il y a eu un avant et un après. Ce n'est pas une durée, ce n'est pas un élan vital, c'est une rupture. Et c'est cette notion de rupture qu'il faudrait penser en rapport avec la déconstruction. Je ne suis pas sûr que la déconstruction pense les choses en termes de rupture pure et simple. Même de transgression. Derrida n'était pas pour la rupture pure et simple. Ce n'est pas quelqu'un qui croit aux ruptures. Alors que la modernité et les avant-gardistes s'inscrivaient dans des ruptures. Et pour ce qui est de l'histoire de la métaphysique repensée par Derrida et de la tradition dans une certaine modernité, mais le mot il le récusait, il ne l'utilisait pas, ni Heidegger d'ailleurs. La formation extrêmement classique d'ailleurs de ces philosophes, très créateurs par ailleurs et très novateurs, n'ont pas eu un parcours similaire à celui des modernes de l'art du XXe siècle, qui se sont toujours inscrits dans une opposition frontale en termes de rupture pure et simple, y compris avec une forme d'art. Et c'est la question qui m'y a déposée, la peinture ayant fait les frais globalement, plus que d'autres arts, de cette rupture, puisque les installations, la performance, un grand renfort de théorie esthétique, un grand renfort même d'utilisation de pensée entière, comme celle de la philosophie analytique, qui converge d'ailleurs avec les phénoménologues et deleuziens, pour penser à peu près le même objet, de penser à savoir qu'il y a bien eu rupture et qu'il faut en prendre acte. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un indécidable, c'est pour ça. Et le pharmacone lui-même, vous savez comment il fonctionne. Est-ce qu'il y a une pharmacie de Duchamp? Bien sûr, il y a une petite boîte comme ça, mais je ne suis pas sûr. Alors bon, il y a le retard, évidemment, la différence retard, mais... Et de toute façon, la question qui se pose, c'est de savoir pourquoi Derrida ne s'est pas intéressé à Duchamp, ni à Beuys, ni au dadaïsme. Il ne s'est pas intéressé à l'art conceptuel. Oui, c'est important quand même. Et il s'est intéressé à des artistes très particuliers, comme vous savez. Ça a toujours été très contextualisé, son approche de l'art. C'est des œuvres d'art singulières qui, d'ailleurs, l'ont inspiré des grands concepts. Enfin, je vous dis ça. C'est certain que Derrida, quand parle de pharmacon, il ne pense pas à Lyotard, c'est moi
qui a dit ça. C'est pas Derrida. Duchamp. Non, c'est moi. Oui, Non, j'ai repris, disons, en thème de Derrida sur la philosophie, qu'il applique à Platon. Oui, sur la question de l'écriture, c'est pharmacon, mais c'est aussi remède et drogue, parce qu'elle impossibilite la mémoire, c'est-à-dire qu'elle, oui, la parole, l'écrit, l'oral, etc. Et quand je transfère, quand je greffe, si vous voulez, je greffe cette problématique derridienne du pharmacon en l'appliquant à l'œuvre d'art, surtout à une œuvre d'art duchampienne, alors là, il faut faire une certaine distance. Mais c'est vrai que le ready-made, il a des composantes. Ça, c'est absolument sûr. Il y a une composante naturelle. Henri Noir, c'est un objet qui est utilisé dans les salles de bain, ou une table, ou une tranche de pain, par exemple, ou beaucoup d'autres choses qui ont fait aujourd'hui des installations épigonales, ce qui a fait Duchamp. Et une autre chose, c'est exactement prendre ces mêmes objets, intouchables, c'est-à-dire objets presque physiologiques, comme ces lunettes, il lui dit, ah oui, je le mets dans le musée. Et avec ce geste, je signale, ceci, c'est de l'art. Alors ça, à mon avis, il y a quelque chose de pharmacon, il y a quelque chose de remède, c'est-à-dire il y a quelque chose de l'art et de non-art. Je ne peux pas vous dire quel est le remède, si le remède se réfère à l'art ou à la non-art. Mais ce que je vous dis, que c'est dans cette transposition, il y a quelque chose d'indécidable, d'ambigu, de complicité. L'institution tranche toujours. Oui, c'est ça ça. Que l'institution enregistre. Est-ce que c'est les théoriciens de l'art américain, Dickey notamment, institutionnalisation de l'art, justement, le ready-made doit être mais vous savez que si vous... Non, il disparaît. Oui, mais donc, si vous en voyez l'histoire... institutionnelle. D'accord. Mais si vous voyez toute l'histoire de l'art, 100 ans après, bon, elle est tout, comme les révolutions, elles sont tout normalisées. Mais à l'époque, elles ne sont pas normalisées. C'est troublant, oui. C'est vraiment quelque chose qui transgresse. Sinon, nous sommes tous des gens qui font toujours la même chose. Non. Et à un moment donné, c'est ça le problème, c'est à un moment donné où quelque chose se passe, alors là, il y a vraiment un acte de transgression. Et je comprends à ce moment-là Lyotard, cette phrase, je suis tout à fait d'accord, je crois que c'est le bon esprit, le bon chemin, quand on prend le postmoderne comme quelque chose qui est avant le moderne. C'est-à-dire que toutes les œuvres, pour être modernes, elles sont postmodernes. C'est-à-dire que le postmoderne, c'est un concept absolument nouveau, absolument transgresseur, transgressif, subversif, et qui apporte quelque chose de nouveau. Les Demoiselles d'Avignon, c'est un exemple qu'on peut faire avec la peinture. Et oui, on peut utiliser aussi le concept de ready-made, interventionné, je crois qu'on dit en français, interventionné. Duchamp parlait aussi de l'objet interventionné, c'est-à-dire quand on prend un objet, quand on prend un tableau, et on met par exemple un objet, c'est intervention, c'est quelque chose de manuel, c'est déjà un travail. Alors, quand vous prenez des lunettes et vous le mettez sur le musée, et alors vous décidez, mais il y a des gens qui ne décident pas, même aujourd'hui il y a des gens, il y a des historiens, j'ai assisté à des confrontations très intéressantes, soit à l'école pratique des instituts, soit dans les revues d'art moderne, de l'art presse, etc. sur cette question, qu'est-ce qui... Oui, comme la page blanche de Joyce, non? On n'a pas parlé de la littérature, de la modernité dans la littérature, ou même du cinéma. Pour répondre à votre question, c'est très bien posé, pas placé, sur la question de Naclar, de l'image posthume. Peut-être Louise Buñuel, l'image, oui, comment s'appelle l'œil de veuf. Oui, voilà, ça c'est une image posthume à mon avis. C'est quelque chose qui choque, c'est quelque chose. Oui, il y a une transgression là. Voilà, c'est une image vraiment du XXe siècle. Elle pourrait être avec Duchamp. On pourrait avec une salle faire une exposition avec les Demoiselles d'Avignon d'un côté, une grande salle pour que les œuvres puissent respirer. D'un autre côté, vous pourrez passer ce film, toujours la même image, et dans un autre coin, et vous pouvez passer l'urinoir ou la rue de bicyclette, on n'a pas que l'autre ready-made de Duchamp. Ça pourrait être considéré comme s'appelle ça un mnémosine atlas, comme Warburg. Si vous travaillez sur Warburg, vous connaissez cette idée de mnémosine atlas. Mais il y a aussi cette idée, si j'ai bien entendu, de choc qui est très baudelarienne d'ailleurs, puisque c'est avec elle que commence d'ailleurs la modernité. Or ce choc, on le trouve, c'est pas absolument dans la post-modernité d'ailleurs, puisqu'ils ne se sont pas appelés comme ça, c'est dans le surréalisme.
Parce que le surréalisme se repose précisément sur cette mise en contact d'objets, de choses qui sont le plus éloignées les unes des autres que possible par la signification. Et c'est justement cette disconvenance maximum qui va créer